L'art et la censure ne font jamais bon ménage. Et c'est particulièrement vrai quand on parle de l'histoire de la bande dessinée américaine et des musiques extrêmes. Alors quand les deux se rencontrent, ça ne peut qu'effrayer les puritains de tout poil. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on parle comics et culture populaire, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on revient sur les visuels traumatisants des albums du groupe de death metal Cannibal Corpse et sur l'artiste qui en est à l'origine, Vince Locke. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Si vous savez déjà que je suis un fiefé amateur de 9e art, eh bien ce n'est pas ma seule passion. Depuis de nombreuses années, je suis également un fervent adepte de ce qu'on appelle la musique métal. Si ce n'est pas le seul genre que j'écoute, c'est sûrement le principal, et dans ce domaine, je ratisse assez large, du néo-métal de mon adolescence au doom le plus massif, en passant par toutes sortes de courants plus ou moins extrêmes ou mélodiques. Pour faire simple, j'apprécie le métal et la vaste culture qu'il représente autant que les comics, et de toute évidence, la rencontre entre ces deux passions m'enchante au plus haut point. De Kiss et Alice Cooper transformés en héros de comic books par Marvel, à la bande originale de Witchblade concoctée par Image Comics sur laquelle on retrouve Megadeth et Peter Steele de Type O Negative, en passant par The Amory Wars, la bande dessinée du groupe Coheed & Cambria, les liens directs entre le métal et les comics sont nombreux, et il est pratiquement impossible d'énumérer toutes les influences artistiques croisées qui existent entre ces deux formes d'art. L'une des plus évidentes étant les pochettes d'albums dessinées par des artistes célèbres. Frank Frazetta pour Molly Hatchet, Simon Bisley pour Danzig ou encore Todd McFarlane pour Korn. Mais celui sur lequel j'avais envie de revenir est aussi hors norme qu'emblématique, Vincent Locke, l'illustrateur derrière les visuels du groupe Cannibal Corpse. Attention, l'univers visuel de ce dernier étant particulièrement explicite, il est réservé à celles et ceux ayant le cœur bien accroché et une tolérance certaine à l'imagerie gore. Vous voilà prévenus. Fondé en 1988, Cannibal Corpse est un groupe à la longévité remarquable, dont la discographie compte pas moins de 16 albums studio. Pionnier d'un death metal toujours plus extrême, le groupe s'est fait connaître d'un large public en assumant ouvertement son goût pour la transgression, notamment à travers ses textes traitant de toutes sortes de déviances plus macabres les unes que les autres. Meurtre, nécrophilie, cannibalisme, viol, torture et autres joyeusetés sont au programme quand on prend la peine de décrypter les paroles du charismatique George Corpsegrinder Fisher, chanteur du groupe depuis 1995. Les titres sont évocateurs: Necropédophile, I Come Blood, Fuck with a Knife ou encore Hammer Smashed Face, et de toute évidence, les membres de Cannibal Corpse sont bien conscients des polémiques découlant des histoires que racontent leurs chansons. George Fisher et le bassiste Alex Webster se sont d'ailleurs exprimés de nombreuses fois sur le sujet, rappelant que les textes de Cannibal Corpse sont avant tout des fictions. À l'instar des films d'horreur, les morceaux du groupe sont des objets de divertissement qui peuvent servir de défouloir, mais qui ne font en aucun cas l'apologie de la violence. Les musiciens insistent même sur le fait que la réalité historique est souvent bien plus violente que leurs chansons, ce qui n'a pas empêché plusieurs hommes politiques américains de partir en croisade contre le groupe, allant jusqu'à l'accuser de salir l'image des États-Unis d'Amérique. En Allemagne et en Australie, les premiers albums de Cannibal Corpse ont longtemps été interdits à la vente. Le groupe a également rencontré de grandes difficultés à se produire sur scène dans ces pays, tout comme en Russie, où des activistes religieux ont milité pour l'interdiction de leurs concerts. Il faut dire qu'avec ses pochettes d'albums dépassant largement les limites du bon goût, le gang de chevelus agace les censeurs en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Depuis la sortie de la première galette du groupe, Eaten Back to Life en 1990, ces visuels gore et outranciers sont l'œuvre du dessinateur Vince Locke, pratiquement devenu un membre à part entière de Cannibal Corpse avec le temps, tant son trait est aujourd'hui indissociable de leur univers. Originaire du Michigan, Vincent Locke commence à travailler dans le monde du comic book indépendant en 1986. Avec le scénariste Stuart Kerr, il crée Dead World chez Arrow Comics, une série d'horreur décomplexée dans laquelle un groupe de jeunes doit survivre à une apocalypse zombie.
En 1988, la publication de Dead World est reprise par Caliber Comics. Le scénario de la série sera assuré par Gary Reed, le fondateur de Caliber, puis par Mark Bloodworth, tandis que Locke intervient à différents postes, secondé par Dan Day, Phil Lester ou encore Ron McCain, jusqu'au 26e et dernier numéro de ce premier volume, publié en 1993. En parallèle, Caliber lance une seconde série, toujours écrite par Gary Reed et dessinée par Troy Nixey et Chris Torres, qui continue de développer l'univers de Dead World. En 2005, Vince Locke retrouve Gary Reed et s'adjoint les services de Dalibor Talachik pour un troisième volume comptant 6 numéros chez Image Comics. Sorte de proto-Walking Dead, Dead World reconsidère en profondeur l'utilisation des zombies dans la fiction et les thématiques soulevées par ces derniers. Bien que la figure du mort-vivant soit loin d'être nouvelle dans la bande dessinée américaine à l'époque, et ce, malgré une longue période où la censure du Comics Code Authority a tout bonnement interdit sa présence dans les comic books, le rôle réservé aux créatures d'outre-tombe était jusqu'alors dérisoire, voire inexistant chez les Big Two. Il y a bien entendu quelques exceptions. Dès 1973, Marvel Comics avait proposé une version quasi romantique du revenant en putréfaction avec le personnage de Simon Garth dans son magazine Tales of the Zombie, tandis que chez le concurrent DC Comics, c'est Solomon Grundy qui joue le cadavre ambulant de service. Mais Marvel Zombies et Deceased sont encore loin, et ces personnages restent secondaires et sont utilisés avec beaucoup de retenue par les éditeurs. Avec le Comics Code Authority en place, il n'est pas question pour la bande dessinée mainstream de verser dans l'horreur trop explicite, et encore moins dans le gore. Avec le très étrange antagoniste qu'est King Zombie, Dead World adopte une approche beaucoup plus directe et rock'n'roll du mort-vivant. Le Day of the Dead de George Romero, sorti dans les salles obscures en 1985, est passé par là, et les artistes, tout comme le public, sont désormais conscients que les zombies peuvent être plus que de simples ghouls au comportement erratique. Le zombie pense, parle, est conscient de sa situation, et malgré son état, aspire à différents buts plus ou moins rationnels. Dead World présente également de nombreuses scènes extrêmement violentes, allant de la torture au cannibalisme en passant par la nécrophilie, mais adopte aussi un ton volontairement irrévérencieux, nourri d'humour noir et d'anticléricalisme. Un mélange transgressif typique des comics indépendants de l'époque, largement libéré du poids de la censure, qui a indéniablement participé à la réputation et à la longévité de la licence auprès d'une petite sphère d'initiés. Bien que Dead World reste l'un des travaux les plus remarquables du parcours atypique de Vince Locke, l'artiste s'est illustré sur d'autres projets prestigieux au fil des années. En 1997, il dessine le roman graphique écrit par John Wagner, A History of Violence, qui sera adapté en 2005 au cinéma par David Cronenberg. Il œuvre également de façon épisodique chez DC Comics, et plus particulièrement sur les publications du label Vertigo, comme Sandman de Neil Gaiman ou The Unwritten, ainsi que sur quelques numéros de 2000 AD. En 2020, il participe à The Dollhouse Family, une série du Black Label de DC signée Joe Hill, le fils de Stephen King, devenu célèbre pour ses comic books horrifiques. Le travail de Locke a sans conteste joué un rôle majeur dans le succès rencontré par Cannibal Corpse, tant en séduisant les fans d'imagerie horrifique en quête de sensations fortes, qu'en alimentant les controverses autour du groupe de death metal. Dans certains pays, l'artiste a dû produire des pochettes alternatives afin que la vente des albums soit autorisée, tant ses dessins vont à l'encontre de la morale et de ce qu'il est acceptable d'afficher publiquement dans de nombreuses cultures. En choisissant de travailler avec Vince Locke, Cannibal Corpse a réalisé un coup de com' de génie, qui a nécessairement eu un effet sur leur notoriété au sein de la scène métal extrême, leur donnant le statut d'une formation aux productions excessivement abominables et surtout sans concession. L'accomplissement de cette collaboration, c'est la publication de 2 comics estampillés Cannibal Corpse par leur label Metal Blade Records. Unleashing the Bloodthirsty en 2003, adaptation de la chanson du même nom dans un fascicule de 12 pages, et le beaucoup plus ambitieux Evisceration Plague en 2009, qui met cette fois-ci en image l'intégralité de l'album éponyme dans un tome de 96 pages. Dans les deux cas, l'intégralité des illustrations est signée Vince Locke, et la démarche est avant tout de proposer aux fans les plus hardcore une gratification unique en son genre, inspirée des paroles débauchées du groupe de death metal. Depuis, Locke a continué de travailler sur plusieurs comics, comme Flowers on the Razorwire, une anthologie horrifique publiée par Boneyard, ou Junction True, une dystopie de body horror. Si George Corpsegrinder Fisher s'est souvent montré sous un excellent jour d'un point de vue médiatique, en se révélant être un fanatique de jouets en peluche et en participant à des opérations caritatives, d'autres membres de Cannibal Corpse ont connu des péripéties bien moins glorieuses.
En 2018, Pat O'Brien, guitariste au sein de Cannibal Corpse depuis 1997, est arrêté dans une situation pour le moins rocambolesque. Alors que sa maison est en flammes, il entre par effraction chez ses voisins et attaque un officier de police avec un couteau. L'incendie de son domicile a été particulièrement difficile à éteindre, compte tenu des explosions provoquées par la considérable quantité de munitions qu'il stockait chez lui, visiblement persuadé qu'une vague d'enlèvement massive, potentiellement orchestrée par des extraterrestres, était en préparation. Plus d'une cinquantaine de fusils, des dizaines d'autres armes à feu et même 2 lance-flammes seront saisis dans les ruines de la maison du guitariste, qui sera finalement condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'à une forte amende et un suivi de 5 ans durant lequel il devra se soumettre à des tests de dépistage pour la drogue et l'alcool. Si les circonstances exactes de tous ces événements restent floues, O'Brien sera définitivement évincé du groupe en 2021. L'un des derniers scandales liés à la collaboration entre Cannibal Corpse et Vince Locke est pour le moins saugrenu. En décembre 2023, le groupe a lancé un cahier de coloriage reprenant les plus célèbres visuels de son artiste fétiche. Une pratique qui semble aux antipodes des habitudes de vie des métalleux, mais déjà adoptée par Iron Maiden, qui a proposé plusieurs livres à colorier compilant les dessins de Derek Riggs, l'illustrateur derrière leur fameuse mascotte Eddie. Malheureusement pour Cannibal Corpse, qui se vantait d'avoir créé le premier livre de coloriage soumis à un accord parental, ce produit dérivé déconcertant a été interdit en Allemagne avant même sa commercialisation. L'art doit-il choquer et déranger pour être efficace ? La violence la plus gore et les images les plus épouvantables peuvent-elles vraiment diffuser un message et inviter à la réflexion sans perturber les individus les plus sensibles ? Si les avis divergent, pour Cannibal Corpse, la réponse est oui. Offensé pour exister, scandalisé pour divertir et ouvrir le débat, voilà ce que le groupe américain et leur artiste fétiche Vince Locke ont décidé de faire depuis plus de 35 années. Quel que soit votre genre musical de prédilection, et que vous soyez ou non un amateur d'horreur, l'univers hors norme de ces artistes ne peut que difficilement vous laisser indifférent, et j'espère surtout qu'il vous encouragera à rester curieux et ouvert d'esprit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous, moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack, et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.